Bien, je fais une courte présentation, puis après, bien sûr, je vous pose des questions si vous en êtes d'accord. Oui, Euh, alors voilà, l'Université populaire européenne de Grenoble s'efforce depuis 2006 de faire mieux connaître l'Europe et plus particulièrement l'Union européenne. Cette période de pandémie de la Covid-19 impacte très largement l'Europe dans tous les domaines. Cela incite à s'interroger sur l'avenir de l'Union européenne. Nous avons pris l'initiative depuis quelques mois de lancer un questionnaire sur l'Europe du futur auprès de chercheurs, d'universitaires, de personnalités politiques et sociales. Cela est complémentaire de la préparation de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Merci, Madame Rivasi, d'avoir accepté cet échange. Merci beaucoup. L'UPEC mais voudrait merci à vous. L'UPEC voudrait mieux connaître votre vision de l'Europe du futur, compte tenu de votre expérience et de votre engagement politique, notamment sur les questions environnementales et sanitaires, mais pas seulement. On connaît votre implication sur plusieurs sujets essentiels, évidemment sur le nucléaire et la transparence insuffisante de la filière nucléaire, mais aussi la puissance des lobbies pharmaceutiques, vos interrogations sur la vaccination obligatoire. C'est en phase avec votre parcours universitaire. Vous êtes professeur agrégé de biologie et assez longtemps avez enseigné à l'IUFM de Grenoble. Vous appartenez au mouvement Europe Écologie Les Verts. Votre carrière politique est riche, aussi bien sur le plan local, national qu'européen. Vous avez été conseillère municipale de Valence, conseillère générale et vice-président du département de la Drôme, député à l'Assemblée nationale de 1997 à 2002, avant de devenir députée européenne en 2009 et réélue en 2014 et 2019. Vous siégez dans le groupe des Verts Alliance Libre Europe, Libre Européenne, pardon, au Parlement européen. Vos interventions au sein du Parlement européen portent beaucoup, mais pas seulement, sur les questions écologiques et sanitaires, notamment avec un rapport au Parlement européen sur l'interdiction des amalgames dentaires contenant du mercure, ou sur la question du glyphosate. Il ne faut pas oublier votre implication pour l'adoption plus large du Nutri-Score en Europe. Je n'ai fait que résumer, bien évidemment, l'ensemble de vos interventions. Alors, première question, est-ce que pour vous, la pandémie de la Covid-19 n'est-elle pas une réelle opportunité pour constituer une Europe de la santé et bien d'autres projets collectifs? Ben, bonjour également et merci de cette invitation. Alors, comme vous l'avez indiqué un peu dans mon parcours, j'ai un peu eu un peu tous les échelons en dehors de la région. Et c'est vrai que c'est sur le plan européen que je me sens bien. Bien. Parce que les grands soucis, on l'a vu dans le cas de la pandémie sur la santé, mais que ça soit sur le climat, que ça soit sur le problème du manque de souveraineté industrielle, on voit bien que c'est à l'échelon européen qu'on pourra résoudre ça. Et lorsqu'il y a eu cette apparition de la pandémie, le fait que l'Europe se soit regroupée pour faire des achats de vaccins et même de traitements d'ailleurs, ça a été une très bonne chose parce que on est sorti d'une vision nationaliste, égoïste et en fonction des moyens financiers qu'on a à quelque chose de beaucoup plus solidaire où on a eu d'ailleurs un portefeuille de vaccins beaucoup plus large que si on l'avait fait à titre de chaque pays. Et on est sorti d'une espèce de jungle, parce qu'on l'avait déjà vu sur les masques. Vous savez que d'un pays à l'autre, ils se piquaient les masques, alors que là, ça a permis d'avoir une vision globale. Et un petit pays qui avait peu de moyens, eh bien, il pouvait recevoir ses doses de vaccins comme un gros pays qui avait beaucoup de moyens financiers. Donc, vous voyez que ça a été une très bonne chose. Mais alors, le pendant, c'est que, et c'est pour ça que je me suis inscrite à ce groupe sur l'avenir de l'Europe. Parce qu'il faut faire attention. Les citoyens européens, ils se sentent assez loin de l'Europe. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup participé à créer la Maison de l'Europe Oui, Drôme-Ardèche, oui, parce que je voulais qu'il y ait une proximité entre les députés européens et les citoyens de mes deux départements, moi j'habite la Drôme, pour leur montrer que l'Europe peut aller jusqu'au quotidien des citoyens. Vous voyez, quand on développe des maisons de santé, quand on développe des établissements qui sont HQE,
et qui sont pour l'intérêt général, quand on pousse à ce qu'il y ait des entreprises innovantes qui rentrent dans le cadre du développement durable avec des choses justement qui s'inscrivent dans ce qu'on appelle l'économie circulaire, vous voyez, où Oui. les déchets d'une entreprise peuvent servir de matière première. Vous voyez, moi je suis vraiment dans une optique de transition justement écologique à la fois de l'industrie, et ça c'est vrai que c'est à l'échelle européenne. Et en même temps, vous parliez de Nutri-Score, c'est comment diminuer l'obésité. Quand on voit que l'agrobusiness fait toujours des aliments les plus gras, les plus sucrés, les plus salés, qu'il y ait un étiquetage européen harmonisé pour rendre les entreprises plus vertueuses et faire en sorte à ce que le consommateur ait un choix, eh bien, je trouve ça très important. Bon. Là où il faut faire attention, c'est que l'Europe, elle doit, pour moi, il y a des critères. Il faut qu'elle devienne plus démocratique. Parce qu'il y a souvent des choix qui sont faits par la Commission, par les États membres, où le Parlement représente les citoyens, mais ils se sentent assez loin, et puis un député n'est pas forcément compétent sur tout. Et donc, c'est très important d'avoir le lien avec les citoyens. Et je trouve que sur la démocratie, on pourrait faire mieux. On pourrait faire mieux, et le fait d'organiser des conférences citoyennes avec des tirages au sort ou pas, vous voyez que dans le cadre, nous, on a une référence, maintenant c'est la Convention citoyenne Oui. qui a été mise en place par M. Macron sur le climat. Je trouve qu'ils ont avancé des propositions très à la fois innovantes, mais qui bousculent les choses. Et je trouve que de laisser la parole aux citoyens, eh bien, des fois, ça peut faire avancer pas mal de choses. Avant, il y avait beaucoup d'agora. Maintenant, c'est beaucoup de consultations numériques. Vous voyez, on a perdu cette dimension des débats dans des salles, etc. Et puis, il y a ces initiatives citoyennes européennes où cette semaine, on va voter l'initiative citoyenne sur le bien-être animal. Oui. Il y a eu plus d'1,6 million de signatures. Il y en a eu 6, et celle-là, elle est arrivée vraiment presque en tête, où on veut éliminer tous les animaux qui sont transportés et élevés en cage. Et vous voyez qu'on a obtenu à la fois un règlement, donc ça va s'appliquer à tous les pays, grâce à l'initiative citoyenne, grâce au vote des citoyens européens. Vous voyez, quand Oui. on retrouve les citoyens européens, eh bien, c'est d'autres priorités que la priorité que du budget, vous voyez, que des choses comme ça. Ça fait partie quand même des préoccupations des consommateurs européens, et je trouve ça très important. Donc, suppression de toutes les des cages pour tous les animaux 2027. Donc, voilà, ça, vous voyez, c'est grâce justement à cet aspect un peu plus démocratique. Donc, ça, il faut le développer. La deuxième chose, et vous parliez de la pandémie, c'est la transparence. Parce que moi, je suis un peu heurtée, vous voyez, c'est mon 3e mandat, que sur la pandémie, sur tout ce qui touche, par exemple, aussi à la 5G, qui est venue quand même de la Commission européenne et des opérateurs de téléphonie mobile, on n'est pas à la transparence. Si vous voulez, c'est un déni, en fait, des parlementaires européens. Quand j'ai demandé les contrats des vaccins, ce n'était pas une remise en question des vaccins, parce qu'il faut, vis-à-vis de cette pandémie, il faut qu'on ait l'accession à ces vaccins, mais pas seulement d'ailleurs sur le plan européen, sur l'ensemble de la planète. Et l'Europe, elle aurait pu être leader. Or, d'une part, elle ne veut pas voter pour la dérogation sur les brevets, c'est l'Europe qui bloque. Alors que même les États-Unis sont d'accord, il y a plus de 103 pays au monde qui sont d'accord pour lever ces brevets, et l'Europe ne veut pas, en donnant des arguments qui ne tiennent pas la route. Sur le contrat des vaccins, on a donné plus de 2,8 milliards d'euros, et on ne sait toujours pas comme cet argent a été dispatché par les laboratoires et à quoi ça a servi réellement. Est-ce que ça a servi à la production de vaccins? Est-ce que ça a servi à la recherche et développement, etc. Ça, c'est pas normal. Et je voudrais qu'on pousse à une transparence totale. Je voudrais qu'on pousse pour que les commissaires, par exemple, ne rencontrent pas que la Big Pharma, que les gros industriels de GAFAM. C'est très important qu'il y ait ce contact. Alors, on a imposé le registre de la transparence, mais on voit que ils ne reçoivent pas les ONG qui connaissent bien le sujet, vous voyez, sur les territoires. Donc, il faut rendre l'Europe plus
à proximité des citoyens, d'où les maisons de l'Europe qui jouent un rôle très important, justement en poussant à ces débats. Mais il faut des comités de citoyens pour améliorer les choses. Et puis, il faut changer aussi l'organisation. Parce que quand on veut changer la fiscalité, eh bien, vous voyez qu'il faut un vote à l'unanimité. Si un pays bloque, eh bien, on ne peut rien changer. On ne peut pas changer, par exemple, le fait qu'il faut harmoniser, voyez, les impôts au niveau des entreprises. Ça, c'est quelque chose qui est indispensable. Il faut qu'on arrive à avoir une solidarité sur toute une série de sujets, même sur l'état de droit, quand on voit les dérives à l'heure actuelle, que ce soit en République tchèque, mais que ce soit en Pologne ou que ce soit dans d'autres pays, en Hongrie, il est anormal, si vous voulez, que de faire partie de l'Europe. On parle beaucoup des valeurs européennes, mais il faut avoir aussi des moyens pour réguler ces pays qui ne le respectent pas. Donc, il y a des choses à changer. Et vous parlez du nucléaire. Alors, bon, c'est vrai qu'en 86, j'avais fondé la CRIRAD pour avoir justement des mesures indépendantes de radioactivité. Mais là, moi, j'ai un souci de fond. Je trouve qu'il est anormal qu'on ait un traité de l'Union européenne où il y a trois grosses institutions, si vous voulez. Il y a les États, il y a la Commission, il y a le Parlement européen. Et sur le nucléaire, il y a un traité à part qu'on appelle le traité Euratom, qui ne rentre pas dans le traité de l'Union européenne, qui a son propre budget, qui est voté, et qui développe le nucléaire avec à l'origine 6 États qui avaient développé le nucléaire en 1957 et qui n'a toujours pas été changé. Alors, de deux choses l'une, si on parle de transition énergétique, il faut que l'énergie, incluant le nucléaire, rentre, vous voyez, dans le traité de l'Union européenne et que les parlementaires aient droit de citer, qu'ils aient la codécision, alors que là, on a juste un avis à donner. Donc, vous voyez, moi, mes critères, ils sont changer les institutions pour que un pays ne puisse pas bloquer toute l'avancée qu'on voudrait au niveau de l'Europe. Je voudrais qu'il y ait des critères de démocratie qui aillent beaucoup plus loin, où il y a une participation plus effective des citoyens, et les critères de transparence très importants, avec bien sûr, il y a eu plein de choses qui ont avancé, vous voyez, l'équilibre des genres, le fait, ça, l'Europe a été assez motrice là-dessus. Mais je pense qu'on est à un stade où il faut vraiment impliquer les gens dans ce débat sur l'avenir de l'Europe. Et vis-à-vis des défis, on voit bien que soit on y va ensemble et on pourra jouer un rôle de leader, vous voyez, sur le plan mondial, parce que d'une part, on a l'Europe a quand même des protections sociales. D'ailleurs, on pourrait faire beaucoup plus sur la justice sociale hein, sur le plan européen, mais quand même, on est un des premiers marchés au monde. Si on augmente les valeurs, si on fait plus participer les gens, il y a une responsabilité après qui est plus forte en montrant quelle est vraiment la valeur ajoutée qu'a l'Europe. Et que l'Europe ne soit pas que business, mais qu'elle soit aussi sociale, qu'elle soit aussi sur de l'éthique, vous voyez, sur nos fondamentaux qu'il ne faut jamais lâcher. C'est ça qui fait la force de l'Europe. Alors, il faut glisser une question néanmoins sur l'idée d'une souveraineté européenne. Qu'est-ce que ça vous inspire lorsqu'on évoque ce terme de souveraineté européenne? Parce que vous évoquez la question fiscale. Sur les questions fiscales, ces compétences ne sont pas très importantes. Même les États ne veulent pas qu'elle ait de compétences. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, la souveraineté européenne? Mais c'est un très bon sujet parce qu'on l'a vécu lors de la pandémie. On s'est aperçu qu'on était très dépendant de pays asiatiques qui nous fabriquaient des médicaments, des vaccins, des substances actives, et que nous, par une politique hyper libérale de l'Europe, on est allé là où la main-d'œuvre était la moins chère. Donc, il y a eu des délocalisations très fortes qui ont fait qu'on est devenu dépendant des autres. Et je trouve que, vous voyez, les crises font évoluer les choses. La pandémie a fait prendre conscience. Moi, j'avais fait un rapport sur la pénurie des médicaments. Oui. J'avais saisi la Direction générale de la santé pour leur dire attention. Donc, c'était avant la pandémie, ça. Hein. Oui. J'ai dit, en France, il y a 1000 médicaments qui sont en pénurie. Il faut chercher la cause.
Est-ce que la cause, c'est parce qu'il n'y a qu'une grosse boîte, mettons en Chine ou ailleurs, qui fabrique ce médicament et qu'elle n'en fabrique pas assez pour l'ensemble des citoyens européens? Mais on est dépendant. Et donc là, ça a bien montré le fait qu'il faut réindustrialiser l'Europe. On a été naïf parce qu'on pensait que le marché allait se réguler. Mais le marché, il ne se régule pas. Le marché, il est là pour enrichir les gens qui ont des entreprises et qui veulent faire le plus de profit. Or, l'Europe doit montrer, pas seulement sur la santé d'ailleurs, sur l'alimentation. Regardez sur l'alimentation comment on est dépendant des protéines, notamment d'Amérique latine, tout ça parce qu'il y a eu des accords du GATT qui ont fait que on veut bien importer, par exemple, de la viande, du soja, etc., d'Amérique latine, mais nous, on s'interdisait de produire, vous voyez, des céréales à base de protéines. Donc, même la crise a montré que la souveraineté alimentaire, elle est à l'échelle européenne et qu'il ne faut pas sous-traiter comme on l'a fait par rapport à d'autres pays. Et puis, vous savez, quand vous laissez le marché fonctionner, après, il y a une spécialisation qui se fait au niveau du monde où on va faire fabriquer en Éthiopie maintenant plus qu'en Chine parce que la main-d'œuvre est encore moins chère, etc. Et ça, non. La planète, c'est un village planétaire. On est tous interdépendants. Si on veut lutter sur le changement climatique, il faut qu'on ait vraiment à la fois des objectifs et une mise en œuvre de ces objectifs sur l'ensemble de l'Europe. D'ailleurs, moi j'étais rapporteur sur la gouvernance de l'énergie. On demandait à ce que chaque État nous dise c'est quoi les objectifs et par rapport à l'Europe et qu'est-ce que vous allez faire pour la cohérence entre les objectifs que vous êtes fixés et les résultats que vous avez obtenus. Mais au début, les États membres, ils n'étaient pas d'accord pour rendre des comptes. Vous voyez, et le fait de participer à l'Europe fait que les États doivent rendre des comptes. C'est ça qu'ils n'aiment pas. Mais si on veut s'en sortir tous ensemble, eh ben, il va falloir, vous voyez, qu'on ait une Europe plus fédérale où on ait plus de souveraineté. Voilà. Il faudrait oser les États-Unis d'Europe, à votre avis? Ben, écoutez, pourquoi pas? J'aime pas trop ce terme parce que ça fait penser aux États-Unis, etc. Mais c'est un terme de Victor Hugo. Hein. Oui, oui, mais enfin bon, il y a eu une réalité. Vous voyez, quand il y a eu le passage de Trump, j'avoue que ça a remis un peu en question le modèle des États-Unis. Mais oui, je pense qu'il y a des compétences qui sont vraiment de l'ordre de l'Europe. Il ne faut pas perdre aussi, je dirais, la spécificité de chaque pays. Moi, j'aime bien la devise de l'Europe, unie dans la diversité. Je trouve qu'elle est très belle, cette devise. Parce qu'on peut être unis, vous voyez, sur des domaines donnés. Oui. On a dit la santé, on a dit l'alimentaire, on a dit le côté industriel. Bon, après, il faut voir si on va jusqu'à la défense ou autre. Mais je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il faut se mettre en commun et il faut être fier de l'Europe. Vous voyez, souvent, on se sous-estime alors qu'on a un poids vis-à-vis des pays dans le monde qui peut être beaucoup plus fort. On a un manque de politique des affaires étrangères. Des fois, on peut beaucoup plus pousser, vous voyez, pour que les gens respectent la démocratie dans ces pays-là et avoir des sanctions fortes pour qu'ils changent de régime. Je vous dis que la paix dans le monde passe par la démocratie, passe par l'équilibre homme-femme, passe par le respect des valeurs, mais jamais sur la dictature, jamais sur le côté hyper autoritaire, etc. Parce qu'on soumet les gens à un régime qui veut avancer tout seul. Et ça conduit à la guerre. Voilà. Dernière question pour vous libérer. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste sur l'avenir de l'Europe? Mais je vous dirais, ça dépend des jours. Quand je vois qu'il y a une union au niveau du Parlement européen et que les choses avancent, je me dis, ah ben voilà, ça part dans le bon sens. Vous voyez, sur le climat, je trouve qu'il y a eu une évolution, surtout, vous voyez, moi, c'est mon 3e mandat, donc je vois l'évolution avant 2014 et maintenant. Et je trouve que ça a beaucoup évolué dans la prise de conscience d'appartenir à cette Europe.
Et il y a des sujets qui bougent beaucoup. Par contre, le fonctionnement de l'Europe est problématique. Et c'est là où on peut quand même, parce que quand on est dans le fonctionnement, on n'est plus dans la politique. Oui, Et oui. il faut que le politique revoie, vous voyez, la cohérence du système, le fait que la bureaucratie, le fait que, vous voyez, ce manque de transparence, c'est pas normal que la Commission bloque comme ça. Et que les États bloquent aussi. Oui, C'est oui. pour ça que le Parlement européen, c'est une vraie avancée. Vous voyez, je suis très fière d'être députée européenne parce que Vous je avez raison. trouve que cette prise de conscience des défis auxquels on est confronté, eh bien, le Parlement répond assez bien. Bon, il y a toujours des cas particuliers, mais Oui, bien sûr. d'une façon générale, il répond en unité, en solidarité, etc. Mais les États, ils prennent un pouvoir assez incroyable et même si le Parlement a proposé certaines choses, des fois, il écarte complètement. Mais c'est ça, il faut redonner un peu plus de pouvoir au niveau du Parlement européen. Bien, je Qu'il vous ait remercie. l'initiative législative, Bien par sûr, exemple. bien sûr. Ben, je vous remercie beaucoup de vous avoir donné votre point de vue et quand même optimiste, mais il faut continuer à travailler, si j'ai bien compris. Ah oui, mais vous savez, l'optimisme, il ne faut pas qu'il soit béat, hein. Voilà. L'optimisme, c'est un combat de tous les jours, mais je crois que cette construction, elle avancera par rapport aux crises. Je trouve que la pandémie a fait prendre conscience d'une série de dysfonctionnements. Certains États, par leur dérive, montrent bien que c'est ensemble qu'on va faire pression, vous voyez, pour que les choses bougent et que vraiment, j'espère que les citoyens vont participer à ces consultations parce que j'y participerai et vraiment, je vais faire tout pour que elle remonte, vous voyez, au niveau où elle doit remonter. Voilà. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Mais Et à une merci à prochaine vous. fois. Au revoir. Au revoir.